Elle se trouvera dans le coin, sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Victor se promenait lentement dans les allées bien éclairées du supermarché, savourant le calme du petit matin. C'était son moment préféré pour faire les courses, évitant l'agitation habituelle de la journée. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inhabituel a attiré son attention alors qu'il atteignait le rayon des fruits. Une jeune mère, Mary-Jane, luttait pour calmer ses deux jeunes enfants tout en essayant d'équilibrer un panier d'épicerie dans ses bras. Les enfants étaient visiblement fatigués et affamés, pleurant avec des visages striés de larmes, et Mary-Jane semblait dépassée, ses yeux reflétant à la fois l'épuisement et un désespoir silencieux. Victor s'arrêta, observant à une courte distance, ressentant une soudaine pointe d'empathie. Il ne savait pas vraiment pourquoi la scène le touchait si profondément, mais elle ravivait des souvenirs d'antan, où lui et Bianca, sa défunte épouse, faisaient leurs courses ensemble, pleins de vie et de rire. C'était quelque chose dans le regard de Mary-Jane, la façon dont elle semblait porter le poids du monde, qui le touchait profondément. Avec une douce résolution, il s'approcha d'elle, en prenant soin de ne pas l'effrayer. « Excusez-moi, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-il, sa voix douce et rassurante. Mary-Jane leva les yeux, surprise par l'offre de l'étranger. Elle força un petit sourire, bien que ses yeux trahissent le stress qu'elle subissait. « Oh, nous allons bien, juste un peu fatiguée, » répondit-elle en écartant une mèche de cheveux de son visage et en essayant de se ressaisir. Victor hocha la tête, remarquant sa tentative de garder son calme malgré les pleurs de ses enfants. « C'est difficile, n'est-ce pas ? Parfois, la journée semble commencer avant même que nous soyons prêts, dit-il avec un doux sourire. Et les enfants, ils ont toujours tellement d'énergie, n'est-ce pas ? Mary-Jane eut un petit rire, bien que ce fût un rire contenu, qui laissait deviner le fardeau qu'elle portait. Oui, c'est certain. Les petits se serraient contre elle, observant l'échange entre leur mère et le gentil étranger avec une curiosité silencieuse. Après un moment, Mary-Jane conduisit ses enfants à la caisse et Victor suivit, gardant une distance respectueuse mais incapable de se défaire du sentiment qu'il devait aider d'une manière ou d'une autre. À la caisse, Mary-Jane commença à déposer ses articles sur le comptoir, ses enfants maintenant calmes et s'accrochant à elle, observant attentivement. Le caissier scannait chaque article et Victor remarqua la façon dont Mary-Jane tripotait son portefeuille, jetant un coup d'œil au total sur l'écran qui augmentait. Lorsque le dernier article fut scanné, elle regarda la petite somme d'argent dans sa main, réalisant que ce n'était pas assez. Avec un soupir silencieux, elle murmura « Je vais devoir remettre certaines choses ». Elle hésita, essayant de décider quels articles laisser derrière elle. Mais avant qu'elle ne puisse retirer quoi que ce soit, Victor s'avança, posant une main réconfortante sur son épaule. « Non, s'il vous plaît, laissez-moi m'en occuper, » dit-il avec un sourire chaleureux. Mary-Jane leva les yeux, surprise. « Oh non, je ne peux pas accepter ça, monsieur » commença-t-elle en secouant la tête. « Si, vous le pouvez, j'insiste, » répondit Victor, sa voix douce mais ferme. « Considérez cela comme un petit cadeau. Nous avons tous des jours difficiles. » Des larmes montèrent aux yeux de Mary-Jane et elle essaya rapidement de les retenir, ne voulant pas s'effondrer devant un étranger. « Je ne sais pas quoi dire. »« Merci. »« Merci beaucoup, » murmura-t-elle, jetant un regard à ses enfants qui regardaient maintenant Victor avec de timides sourires de soulagement et d'admiration. Victor fit un petit signe de la main aux enfants et adressa à Mary-Jane un signe de tête encourageant. « Pas besoin de me remercier. Parfois, les plus petits gestes peuvent faire la plus grande différence, dit-il. Alors qu'il payait ses courses, il prit ses propres articles et lui fit un léger signe d'au revoir. Mary-Jane le regarda partir, encore sous le choc de la gentillesse qu'elle venait de recevoir. Mary-Jane resta là, serrant ses enfants contre elle, encore en train d'assimiler la bonté qui venait de se manifester. Sur le chemin du retour, Victor ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune mère et à ses deux jeunes enfants. Quelque chose dans cette interaction l'avait laissé introspectif, le faisant réfléchir à ses propres choix et au vide de sa maison depuis le décès de Bianca. Cette grande maison silencieuse semblait maintenant encore plus solitaire. 5 jours plus tard, Victor fut réveillé en sursaut par la sonnerie du téléphone sur la petite table à côté de son fauteuil. Il s'y était endormi la veille. D'une voix ensommeillée, il répondit, s'attendant à un mauvais numéro. « Allô ? Monsieur Victor ?» La voix à l'autre bout du fil était douce, mais portait une urgence qui fit que Victor se redressa. « Oui, c'est Victor. » « Qui est à l'appareil ?
C'est Marie-Jane, la femme que vous avez aidée au supermarché. Vous vous souvenez? Il y avait une hésitation dans sa voix, comme si elle se sentait gênée de l'appeler. Le visage de Victor s'adoucit en se souvenant de la jeune mère et de ses enfants. Il avait pensé à elle plusieurs fois depuis ce jour, mais ne s'était jamais attendu à entendre à nouveau sa voix. Bien sûr, Marie-Jane. Comment allez-vous? Est-ce que les enfants vont bien? Demanda-t-il chaleureusement. Il y eut une pause à l'autre bout, suivie d'un profond soupir. Je ne sais pas par où commencer. Je voulais juste vous remercier encore pour ce que vous avez fait, mais honnêtement, les choses n'ont fait que se compliquer depuis. Sa voix tremblait comme si elle essayait de retenir ses larmes. Le cœur de Victor se serra. Il ne pouvait qu'imaginer les difficultés qu'une mère célibataire comme Marie-Jane devait affronter avec 2 jeunes enfants. Que s'est-il passé? Demanda-t-il doucement. Nous avons été expulsés. Je ne pouvais pas payer le loyer. Admit-elle tranquillement. Nous dormons dans la voiture. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner, et je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Victor ferma les yeux un instant, laissant le poids de sa situation s'installer. Il savait ce que c'était que de se sentir complètement impuissant, bien que d'une manière différente. La perte de Bianca avait laissé un vide dans sa vie, mais la pensée d'une mère et de ses enfants dormant dans une voiture le toucha profondément. « Vous avez bien fait de m'appeler, » répondit-il, une lueur de détermination dans la voix. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. »« Oh, monsieur Victor, je ne peux pas demander plus. »« Vous avez déjà tant fait, » murmura Marie-Jane, presque honteuse. Victor se mit à faire les 100 pas, réfléchissant intensément à ce qu'il pouvait faire. Soudain, une idée lui vint, bien qu'elle semblât un peu impulsive. « Écoutez, Marie-Jane, j'ai une chambre d'amis ici, chez moi. Si vous le souhaitez, vous et les enfants pouvez rester avec moi jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est certainement mieux que la voiture. » Il y eut un long silence à l'autre bout, et Victor imagina Marie-Jane pesant ses options. Il savait qu'elle n'en avait pas beaucoup. « Je ne sais pas quoi dire, » répondit-elle finalement, la voix brisée. « Je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. Je ne veux pas être un fardeau. » Victor eut un petit rire. « Un fardeau? Marie-Jane, vous ne seriez pas un fardeau. J'ai vécu seul pendant longtemps, et ce serait agréable d'avoir de la compagnie par ici. Les enfants ont besoin d'un endroit sûr pour dormir, et rien que ça en vaut la peine. » Après quelques instants, Marie-Jane accepta à contre-cœur. « D'accord, j'accepte, mais seulement jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied. Je promets que nous ne resterons pas longtemps. » Victor sourit pour lui-même. « Restez aussi longtemps que vous en aurez besoin. Venez quand vous serez prête. »« Merci, monsieur Victor. J'amènerai les enfants cet après-midi, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. Victor raccrocha le téléphone et resta un moment debout, regardant par la fenêtre. Le soleil illuminait son jardin, un endroit où lui et Bianca avaient passé d'innombrables matinées ensemble. Maintenant, sa maison serait remplie de nouvelles voix, de rires, et peut-être même de quelques pleurs. Mais d'une manière ou d'une autre, il sentait que c'était la bonne décision. Plus tard cet après-midi-là, Marie-Jane arriva chez Victor avec ses 2 enfants, Matthew et Bernard. Ils n'avaient que quelques sacs, contenant l'essentiel qu'ils avaient réussi à sauver avant d'être expulsés. Les enfants étaient un peu agités, mais Victor pouvait voir une lueur de soulagement dans leurs yeux. Il se souvint comment, dans son enfance, sa propre maison avait été un lieu de sécurité, et il voulait offrir ce même sentiment de sécurité à Marie-Jane et sa famille. « Entrez, entrez. » Victor les accueillit chaleureusement, tenant la porte ouverte. Marie-Jane lui sourit en retour, un peu hésitante. Matthew, le garçon plus âgé, s'agrippait fermement à sa main, tandis que Bernard regardait autour de lui avec de grands yeux curieux. Victor pouvait voir à quel point ils étaient tous épuisés, le tribut de la vie en voiture visible sur leur visage. « Merci, monsieur Victor. Je ne sais pas comment vous remercier assez, » dit doucement Marie-Jane, comme si elle avait peur de troubler la paix de sa maison. Victor fit un geste de la main, écartant son inquiétude. « S'il vous plaît, appelez-moi simplement Victor, et faites comme chez vous. Cette maison a plus qu'assez d'espace. » Il leur montra la chambre qu'il avait préparée. Elle était simple mais confortable,
avec un grand lit pour Marie-Jane et un matelas supplémentaire par terre pour les garçons. Il avait même placé quelques fleurs dans un vase sur la table de chevet, espérant la rendre accueillante. C'est tellement mieux que la voiture, dit Marie-Jane, la voix pleine d'émotion en regardant la pièce. Et plus sûr aussi, répondit Victor. Maintenant, vous avez un endroit pour vous reposer correctement. Les garçons coururent vers le lit en riant, et pour la première fois, Victor vit un sourire sincère sur le visage de Marie-Jane. C'était un petit moment de joie, mais cela signifiait le monde pour elle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir, dit Victor en se tournant pour quitter la pièce. Victor appela doucement Marie-Jane avant qu'il ne parte. Il s'arrêta et se retourna vers elle. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Dit-elle, la voix étranglée par la gratitude. C'est tellement plus que ce que j'aurais pu demander. Vous n'avez pas à me remercier, Marie-Jane, je suis heureux d'aider. Il lui adressa un sourire aimable, bien que ses yeux trahissent une touche de tristesse, comme s'il se souvenait de quelque chose ou de quelqu'un de son passé. Marie-Jane le remarqua mais ne fit aucun commentaire. Elle aussi savait ce que c'était que de porter une douleur silencieuse, et à ce moment-là, elle sentit qu'elle et Victor partageaient une compréhension plus profonde. Deux personnes qui avaient souffert, mais qui étaient réunies par la gentillesse. Cette nuit-là, après que ces garçons, Mathieu et Bernard, se soient enfin endormis, Marie-Jane sortit tranquillement de la chambre. Elle remarqua Victor assis seul dans le jardin, contemplant le ciel étoilé. Elle hésita, ne sachant si elle devait le déranger, mais décida ensuite de le rejoindre. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement, toujours en regardant les étoiles. « Oui, j'ai juste pensé que je vous tiendrais compagnie. »« Si ça ne vous dérange pas, » répondit-elle en s'installant sur la chaise à côté de lui. Victor sourit, appréciant le geste. Le jardin, que lui et Bianca avaient entretenu pendant des années, était à son apogée pendant cette saison. Les fleurs étaient en pleine floraison, et l'odeur de la terre humide emplissait l'air. Marie-Jane admira les fleurs et les arbustes, sentant un sentiment de calme l'envahir. « C'est magnifique, » dit-elle doucement, s'imprégnant des couleurs et des senteurs du jardin. « Vous vous occupez de tout ça tout seul ? » ?»« Oui, depuis que Bianca est décédée. » Son ton n'était pas amer, juste teinté d'une douce mélancolie. Elle adorait ce jardin. Nous y passions des heures. Maintenant, je m'en occupe pour nous deux. Marie-Jane le regarda, sentant le poids de ses mots. Elle connaissait trop bien le genre de solitude qu'il portait, et malgré ses propres difficultés, elle ressentit une vague de compassion pour Victor. « Ça doit être difficile, » murmura-t-elle. « Je suis vraiment désolée. » Victor secoua doucement la tête. « La vie est ainsi faite. Elle nous prend certaines choses mais nous en donne d'autres en retour. » Il la regarda, lui offrant un faible sourire. « Comme vous et vos garçons. Peut-être que j'avais plus besoin de compagnie que je ne le réalisais. » Marie-Jane lui rendit son sourire mais devint vite sérieuse. « Victor, je dois être honnête avec vous sur la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation. Ce n'est pas seulement l'expulsion. » Elle hésita, rassemblant son courage. « Je fuis mon ex-mari, Damien. C'est un homme dangereux, très contrôlant. Quand j'ai essayé de le quitter, il a fait de ma vie un cauchemar. C'est pour ça que nous avons perdu notre maison. Il s'est assuré que je n'avais nulle part où aller. » Victor écouta silencieusement, absorbant sa révélation. Il avait senti qu'il y avait plus dans son histoire, mais il ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi sombre. « Je suis vraiment désolé, Marie-Jane, » continua-t-elle. Sa voix était pleine de honte. « Je ne voulais pas vous mettre en danger. S'il découvre que nous sommes ici. » Victor l'interrompit doucement, posant une main rassurante sur son épaule. « Vous et les garçons êtes en sécurité ici. Je le promets. Damien ne vous trouvera pas, je m'en assurerai. » Marie-Jane le regarda, surprise par la fermeté de sa voix. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait vraiment en sécurité. « Merci, » dit-elle, ses yeux se remplissant de larmes. Victor hocha la tête, et à ce moment-là, il sut que sa vie allait changer d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Dans les jours qui suivirent, la maison de Victor devint plus animée avec la présence de Marie-Jane et de ses enfants. Les rires de Mathieu et Bernard remplissaient les pièces autrefois silencieuses, et Victor se surprenait à sourire chaque fois qu'il entendait leurs éclats de rire depuis le jardin.
Il n'avait pas réalisé à quel point cette sorte d'énergie lui avait manqué jusqu'à présent. Mary-Jane, reconnaissante de la gentillesse de Victor, faisait de son mieux pour aider à la maison. Elle préparait les repas, faisait le ménage et, surtout, s'occupait du jardin que Victor et Bianca avaient tant aimé. Son soin délicat pour les plantes ne passa pas inaperçu. « Vous avez un don pour ça », remarqua Victor un matin, la regardant planter de nouvelles fleurs dans l'un des parterres. Mary-Jane sourit, essuyant un peu de terre de ses mains. « Ma mère disait que les plantes peuvent sentir l'amour qu'on y met. Je suppose que c'est une chose qu'elle m'a apprise et qui m'est restée. » Victor la regarda en silence un moment. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa présence, comme si s'occuper du jardin était sa façon de calmer la douleur de son passé. « Vous vous occupez de ce jardin comme si c'était le vôtre, dit-il doucement. Elle le regarda, surprise, puis sourit avec une pointe de tristesse. « Peut-être parce que, d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est le cas. » Elle marqua une pause, contemplant les fleurs nouvellement plantées. « Ici avec vous et les garçons, j'ai l'impression de commencer à créer quelque chose. Quelque chose de réel, quelque chose qui ne peut pas m'être enlevé. » Victor hocha la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Il ressentait la même chose. La solitude qui l'avait hanté depuis le décès de Bianca s'estompait, remplacée par un sentiment d'utilité qu'il pensait ne jamais plus ressentir. Mais au fil des jours, il ne pouvait se défaire de l'ombre qui planait sur eux, Damien. Sa présence menaçante était toujours un fantôme dans la vie de Mary-Jane, et Victor savait que tôt ou tard, il devrait y faire face. Un soir calme, alors que Victor lisait dans le salon, Mary-Jane le rejoignit. Les garçons dormaient déjà, et le seul bruit était le doux bruissement des feuilles à l'extérieur. « Victor, j'ai réfléchi », commença-t-elle, son ton hésitant. « À quoi ?» Il ferma son livre, lui accordant toute son attention. « À propos de Damien. Je ne pense pas que nous puissions rester ici pour toujours. Il a des ressources, et il pourrait finir par nous trouver, » admit-elle, la voix teintée de peur. Victor soupira, sachant qu'elle avait raison. Mais il savait aussi que Mary-Jane et les garçons n'avaient nulle part où aller. La pensée que Damien les trouve ici le remplissait d'effroi. « Nous trouverons une solution, Mary-Jane. Je promets de vous protéger, et c'est exactement ce que je ferai, » dit-il, la voix ferme. « Peut-être que je peux parler à un avocat, voir s'il y a un moyen de le tenir légalement à l'écart de vous. » Mary-Jane le regarda, surprise par sa détermination. « Vous feriez vraiment ça pour nous ?» demanda-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux. « Bien sûr, » répondit-il avec un doux sourire. « Je n'ai jamais été du genre à rester les bras croisés quand je sais que je peux faire quelque chose. » Elle baissa la tête, retenant ses larmes. Elle était habituée à tout gérer seule, et l'idée que quelqu'un soit prêt à l'aider de manière désintéressée était presque écrasante. « Je ne sais pas comment vous remercier, Victor. Vous êtes entré dans nos vies alors que je n'avais plus aucun espoir. » Victor lui rendit son sourire. « Parfois, la vie nous surprend d'une manière que nous n'attendons jamais. J'ai été seul si longtemps, et maintenant, vous avez ramené la vie dans cette maison. Je crois que c'est moi qui devrais vous remercier. » Mary-Jane lui rendit son sourire, mais Victor pouvait voir l'inquiétude persister dans ses yeux. Il savait que des paroles réconfortantes étaient bonnes, mais que l'action était meilleure. Le lendemain, Victor se rendit en ville pour consulter un avocat au sujet du cas de Mary-Jane. Pendant ce temps, Mary-Jane resta à la maison avec les garçons, les occupant dans le jardin. Victor savait qu'elle était constamment sur le qui-vive, toujours prête au pire, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Damien était une menace réelle, et Victor était déterminé à s'assurer qu'il ne pourrait pas les atteindre. Quand Victor rentra à la maison, il trouva Mary-Jane assise sur le porche, perdue dans ses pensées. « Des nouvelles » demanda-t-elle, sans même se tourner pour le regarder. « Oui » répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. « L'avocat a dit que nous pourrions demander une ordonnance restrictive. Ce n'est pas infaillible, mais cela mettrait au moins une barrière légale entre vous et Damien. » Mary-Jane soupira, son visage gravé d'inquiétude. « Victor, vous ne comprenez pas. Damien obtient toujours ce qu'il veut. Il a des amis partout, des gens prêts à l'aider à nous trouver. Je ne veux pas que vous vouliez. » C'est tout ce qu'elle avait pris. 3 jours de congé de deuil approuvés. Astérisque, nous avons besoin de gens qui donnent la priorité à leur travail. Astérisque, l'email continuait.
comme si assister aux funérailles de son père était un événement social facultatif qu'elle avait choisi au lieu de classer les rapports trimestriels. Elle se renversa dans son fauteuil, le cuir grinçant dans le silence du petit matin. Le bureau de bois était encore presque vide. Le ciel à l'extérieur commençait à peine à s'éclaircir avec l'aube. Elle était arrivée tôt, impatiente de rattraper son retard après sa courte absence. Mathilda Anderson, jusqu'à il y a environ 2 minutes, était la chef d'équipe régionale de la division la plus performante de New Era Logistique. À 34 ans, elle avait non seulement bâti une carrière, mais aussi une équipe qui ressemblait à une famille. Ils célébraient les anniversaires ensemble, se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles et se poussaient les uns les autres à évoluer professionnellement. Elle regarda son espace de travail. Le petit cactus que son équipe lui avait offert à Noël dernier. La photo encadrée d'eux tous lors de la retraite d'entreprise. Les notes de remerciement manuscrites des membres de l'équipe qu'elle avait encadrée. 5 ans de sa vie. Maintenant réduit à quelques objets personnels qui pouvaient tenir dans une boîte en carton. L'avis de licenciement était signé par Stephen Phillips, son supérieur direct. Le même homme qui avait personnellement approuvé son congé de deuil la semaine dernière. Astérisque manquement à maintenir une présence adéquate pendant les périodes opérationnelles critiques astérisque, disait le message. La mort de son père était apparemment tombée pendant l'une de ces périodes critiques non définies. Elle ne pleura pas. Elle ne frappa pas du poing sur le bureau ni ne se précipita dans le bureau de Stephen pour exiger des réponses. Au lieu de cela, elle sortit son téléphone, prit une photo de l'email, puis le transféra sur son compte personnel. Après cela, elle éteignit son ordinateur, se leva et commença tranquillement à emballer ses affaires. Au moment où les autres commencèrent à arriver, son bureau était déjà à moitié vide. Tina de la comptabilité fut la première à le remarquer. « Mathilda, que se passe-t-il » demanda-t-elle, les yeux écarquillés à la vue de la boîte. « J'ai été licenciée » répondit-elle calmement. « Quoi ? Pourquoi ? Apparemment, prendre un congé de deuil approuvé pour enterrer mon père n'était pas faire preuve d'une priorité professionnelle appropriée. » Le visage de Tina passa de la confusion à la colère. « Ce n'est pas juste. As-tu parlé à Linda ? La directrice régionale devrait être au courant de ça. » « Non. » dit Mathilda en enveloppant soigneusement le cactus dans du papier journal. « Je ne vais pas me battre, mais je n'oublierai pas non plus. » Elle avait travaillé en étroite collaboration avec ces personnes pendant des années. Elle pouvait lire leurs expressions sans avoir besoin de mots. Alors qu'elle continuait d'emballer, d'autres membres de son équipe arrivèrent. Léo fut le premier de ses subordonnés directs à apprendre la nouvelle. Son sourire joyeux habituel disparut. « C'est absurde. » commença-t-il, mais elle lui fit un petit signe de tête. « C'est fait, Léo. » Steven a pris sa décision. Mais nous venons de terminer la fusion de Newbrook le mois dernier. Les bénéfices sont en hausse de 18% ce trimestre grâce à ta stratégie. Elle eut un sourire triste. Apparemment, ce n'était pas suffisant. À 9h30, les 7 membres de son équipe principale s'étaient rassemblés autour de son bureau en signe de soutien silencieux. Ethan, leur spécialiste de la logistique qui montrait rarement ses émotions, semblait sur le point de frapper un mur. Véronica, leur responsable des relations clients, pleurait ouvertement. Derrière eux se tenaient Michael, Louise, Diane, Gabriella et Kayla, chacun avec des regards d'incrédulité ou de colère. « Tu ne peux pas partir » insista Véronica. « Le renouvellement du compte Wilson est la semaine prochaine. Le contrat d'expédition Hernandez est toujours en pourparlers. Personne ne connaît le système comme toi. » Mathilda finit de scotcher la boîte. Steven aurait dû y penser avant de me virer pour être allé aux funérailles de mon père. Le poids de ces mots emplit l'air. Son père avait été enterré il y a seulement une semaine. La douleur était encore fraîche. Et maintenant ça. La trahison d'une entreprise à laquelle elle avait tant donné. « Je veux que tout le monde retourne à son bureau », lança une voix sèche derrière eux. Stephen Phillips se tenait là, les bras croisés, le visage crispé par la désapprobation. « Nous avons des délais à respecter. » Personne ne bougea. « Maintenant, » ajouta-t-il, sa voix s'élevant légèrement. Après une longue pause, son équipe retourna lentement à leur bureau, chacun lui jetant un regard significatif avant de s'éloigner. Steven s'approcha d'elle, baissant la voix.
Cela aurait pu être géré avec plus de discrétion si vous aviez attendu la fin de la journée pour faire vos cartons. Elle le regarda fixement. Comme la discrétion que vous avez montrée en me virant par email juste après avoir approuvé mon congé? Sa mâchoire se serra. Les besoins de l'entreprise changent rapidement. New Era a besoin de gens qui comprennent que les priorités changent. Le décès de votre père était malheureux, mais... Ne faites pas ça, l'avertit-elle doucement. Ne terminez pas cette phrase, Steven. Pendant un instant, il hésita. Puis il se redressa et ajusta sa cravate. Les ressources humaines vous attendent. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent être. Elle ramassa sa boîte. Ne vous inquiétez pas. Je ne ferai pas de scène. Mais souvenez-vous de ce moment, Steven. Cela pourrait avoir de l'importance plus tard. Le bureau des ressources humaines était froid et silencieux. Des murs blancs, un décor minimal et l'expression sympathique mais gardée de Victoria Kent. Victoria était encore nouvelle dans l'entreprise, n'ayant rejoint que 6 mois plus tôt. Elle semblait mal à l'aise. « Je suis désolée pour ça, Mathilda, dit-elle doucement en faisant glisser les papiers sur le bureau. Et je suis vraiment désolée pour votre père. Merci, répondit Mathilda en parcourant les documents. C'était une indemnité de départ standard. 2 semaines de salaire, une clause de non-dénigrement et un rappel de son accord de non-concurrence, qui lui interdisait de travailler avec des concurrents directs pendant 6 mois. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir sur la raison de tout cela, demanda Victoria prudemment. Cela semble un peu soudain. Mathilda réfléchit un instant, puis décida de dire la vérité. Elle sortit son téléphone et lui montra l'email. 3 jours de congé de deuil approuvés, dit-elle. Et j'ai été licenciée pour ne pas avoir priorisé le travail. Le masque professionnel de Victoria tomba. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. C'est l'avis de licenciement réel? Juste un email. Aucun avertissement. Aucun plan d'amélioration des performances. Rien de documenté. Victoria fronça les sourcils et prit une note sur son bloc-notes. Je vais devoir confirmer quelques points avec le service juridique. Pourriez-vous attendre un instant? Mathilda hocha la tête tandis que Victoria se levait et sortait discrètement de la pièce. Pendant que Victoria était sortie, Mathilda regarda par la fenêtre. De cet étage, elle pouvait voir la rivière Boise serpenter à travers la ville. Son père avait adoré pêcher dans cette rivière. Il lui avait appris la patience, debout dans des cuissardes tandis que le courant passait devant leurs genoux. La rivière bouge, ma petite Mathilda, disait-il. Mais les rochers restent stables. Sois comme les rochers. Victoria revint 20 minutes plus tard, son expression soigneusement neutre, mais son sourire crispé lui dit tout. Rien ne changerait. Malheureusement, l'Idaho est un état d'emploi à Atwill, commença-t-elle. L'entreprise est dans son droit de. Je comprends, l'interrompit Mathilda, signant les documents sans plus d'arguments. New Era Logistique peut faire ce qu'elle veut, tout comme moi. Victoria hésita, puis baissa la voix. Officieusement, ce n'est pas juste. Si vous vouliez engager une action. Je ne veux pas, dit-elle fermement. Mais merci. En traversant le bureau principal vers la sortie, Mathilda sentit des yeux la suivre. Son équipe la regardait en silence, leur visage sombre. Elle leur fit un petit sourire, son dernier acte en tant que leur chef. Dehors, l'air de septembre était étonnamment chaud. Elle plaça sa boîte dans le coffre de sa voiture et s'assit au volant, s'accordant un moment pour tout assimiler. Son téléphone sonna avec un message texte. Puis un autre. Et un autre. Léo, c'est injuste. Que pouvons-nous faire? Véronica, ça va? On peut se voir plus tard? Ethan, Steven est un lâche sans colonne vertébrale. L'équipe est furieuse. D'autres messages affluèrent, expressions d'indignation, de soutien et de loyauté. Ces personnes n'étaient pas seulement des collègues. Elles étaient sa famille professionnelle. Elle démarra sa voiture, un plan se formant déjà dans son esprit. Elle ne se battrait pas directement contre New Era Logistique. Elle n'intenterait pas de procès, même si elle en avait probablement les motifs. Non, elle serait stratégique, patiente. Comme son père le lui avait appris. Astérisque les rochers restent stables pendant que la rivière passe. Astérisque son téléphone sonna. C'était Justine Timothy,
le PDG de Vertex Transport System, le plus grand concurrent de New Era. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence de l'industrie l'année dernière et étaient restés en contact. Il essayait de la recruter depuis des mois. Il était temps de le rappeler. Le bureau de Vertex Transport System était tout ce que New Era n'était pas. Un concept ouvert, des espaces de travail collaboratifs et de grandes fenêtres encadrant l'horizon de Boise. Justin, un homme costaud à la barbe argentée et aux yeux vifs, l'accueillit avec une poignée de main ferme. « J'espérais que vous appelleriez », dit-il en la guidant vers une salle de conférence, bien que j'admette que je ne m'attendais pas à ce que ce soit dans ces circonstances. Les nouvelles voyageaient vite dans leur secteur. Justine était déjà au courant de son licenciement, mais pas des détails. Elle le mit au courant alors qu'il s'asseyait, lui montrant l'email de Steven. « Ce n'est pas seulement de la mauvaise gestion, dit Justine en fronçant les sourcils. C'est inhumain. Le congé de deuil existe pour une raison. New Era a toujours valorisé les profits avant les gens, répondit-elle. Je n'ai juste jamais pensé que Jean serait la victime. Justine se pencha en avant. Je vais être franc, Mathilda. Je vous veux dans mon équipe. Vertex étend ses opérations dans le nord-ouest du Pacifique. Et nous avons besoin de quelqu'un avec votre expertise. Le poste de directrice de division est à vous si vous le voulez. Son cœur manqua un battement. Directrice de division, une avancée significative par rapport à son rôle chez New Era. Plus de responsabilités. Plus d'autorité. Un meilleur salaire. Et ma clause de non-concurrence ? Demanda-t-elle. Justine sourit. Notre équipe juridique l'a examinée. Elle est trop large et probablement inapplicable. De plus, nous couvririons tous les frais juridiques si New Era essayait de la faire respecter. Je dois y réfléchir, dit-elle prudemment. Bien sûr, répondit Justine. Prenez le week-end. Nous pourrons parler des détails lundi. Ce soir-là, elle retrouva Véronica et Léo à Riverfront Brewing. Un petit pub loin du centre-ville où ils ne risquaient pas de rencontrer d'autres employés de New Era. Ils arrivèrent ensemble. Leurs expressions étaient un mélange de colère et d'inquiétude. « Comment tiens-tu le coup » demanda Véronica en se glissant dans la banquette. « Je vais bien » les assura TL. Ces 2 dernières semaines ont été difficiles, mais je retomberai sur mes pieds. Léo ricana. Stephen est un imbécile. Le bureau est déjà dans le chaos. Personne ne sait où sont stockés les dossiers de la proposition Henderson. Et les accès système que tu avais n'ont été transférés à personne. Ça ressemble à un problème pour Stephen. Répondit-elle en prenant une gorgée d'eau. Véronica se pencha en avant. C'est plus que ça. Tout le monde en parle. Pas seulement notre équipe. Les gens sont furieux de la façon dont tu as été traité. Elle ne s'y attendait pas, vraiment. Tu étais respectée, Mathilda, dit Léo. Pas seulement par nous. La façon dont Stephen a géré ça, les gens ont peur maintenant. S'ils t'ont fait ça à toi, leur chef d'équipe vedette. Que ferait-il à n'importe qui d'autre ? Véronica hocha la tête. Linda a posé des questions. La directrice régionale a l'air inquiète. Bien, dit-elle simplement. Pendant qu'il parlait, d'autres textos arrivèrent d'autres membres de l'équipe. Des histoires similaires de désorganisation, de frustration et de colère envers la direction. New Era ressentait déjà son absence. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Léo. Elle hésita. « J'ai eu une offre de Vertex. » Leurs yeux s'écarquillèrent. Mais ma clause de non-concurrence. Celles-ci ne sont pas toujours exécutoires, dit rapidement Véronica. Elle travaillait quotidiennement avec des contrats et connaissait les aspects juridiques. Surtout s'ils l'ont licencié sans motif valable. C'est ce que l'équipe juridique de Vertex a dit, répondit-elle. Mais c'est toujours un risque. Le téléphone de Léo vibra. Il le vérifia et fronça les sourcils. Stephen convoque une réunion d'urgence demain matin. Samedi. Il n'a jamais fait ça avant, ajouta Véronica. L'examen du compte Wilson est du lundi. Personne ne peut trouver tes fichiers d'analyse. Elle sourit légèrement. Ces fichiers étaient correctement stockés sur le serveur de l'entreprise. Mais son système d'organisation particulier n'était pas immédiatement évident pour les autres. Elle n'avait pas prévu que cela deviendrait un problème. Mais elle ne pouvait ni ressentir une lueur de satisfaction.
Je devrais y aller, dit-elle en ramassant son sac à main. Rendez-vous tôt demain. Alors qu'elle se levait pour partir, Léo attira son regard. Mathilda, si tu allais chez Vertex, hypothétiquement parlant, est-ce qu'ils embaucheraient? Elle fit une pause, étudiant leur visage. Hypothétiquement, oui. Ils sont en pleine expansion. Le regard qui passa entre Léo et Véronica lui dit tout. Samedi matin, Mathilda rencontra Jonathan Eddy, un avocat spécialisé en droit du travail recommandé par un ami. Son bureau était petit mais élégant, avec des diplômes d'université prestigieuses accrochés au mur. Elle expliqua sa situation, lui montrant l'email et l'avis de licenciement. C'est un cas d'école de licenciement abusif, dit Jonathan en enlevant ses lunettes. Licencier quelqu'un pour avoir pris un congé de deuil approuvé pourrait être considéré à la fois comme une rupture de contrat et une violation de la bonne foi. Je ne suis pas intéressé par un procès, clarifia-t-elle. Je veux juste comprendre mes options concernant mon accord de non-concurrence. Jonathan examina attentivement le document. C'est excessivement restrictif. 6 mois d'interdiction de travailler pour des concurrents dans un rayon de 300 miles. C'est essentiellement vous dire de quitter le secteur ou de déménager. Est-ce exécutoire? Demanda-t-elle. En Idaho, c'est discutable, surtout compte tenu des circonstances de votre licenciement. Les tribunaux n'appliquent généralement pas les clauses de non-concurrence lorsque l'employeur agit de mauvaise foi. Il se renversa dans son fauteuil. Quel est votre plan, Mathilda? Vertex Transport System m'a offert un poste. Meilleur titre, meilleur salaire. Jonathan hocha la tête. New Era devrait prouver que vous leur causez un préjudice réel en y travaillant. Étant donné qu'ils vous ont licencié, c'est un argument difficile à faire valoir. Il griffonna quelques notes. Je dirais de procéder avec prudence, mais ne laissez pas cette clause de non-concurrence vous empêcher de gagner votre vie. Pendant le week-end, son téléphone n'arrêta pas de sonner avec des messages de son ancienne équipe. La réunion d'urgence du samedi avait apparemment été tendue. Stephen Phillips faisait pression sur tout le monde pour qu'ils assument des responsabilités supplémentaires afin de couvrir son absence, sans compensation supplémentaire. Les dossiers du compte Wilson avaient été retrouvés, mais personne ne comprenait entièrement sa méthodologie d'analyse. Le dimanche soir, elle avait pris sa décision. Lundi matin, elle appela Justine Timothy. « J'accepte votre offre, lui dit-elle. Mais j'ai une condition. » « Dites-la, répondit Justine. Je veux constituer ma propre équipe. Si mes anciens collègues de New Era veulent me rejoindre chez Vertex, je veux qu'ils reçoivent une juste considération. Absolument. Accepta Justine. S'ils sont à moitié aussi talentueux que vous, nous aurions de la chance de les avoir. Cet après-midi-là, elle signa son contrat avec Vertex, en tant que directrice de la division des opérations du nord-ouest du Pacifique. Le salaire était 40% plus élevé que ce qu'elle gagnait chez New Era Logistique, avec de meilleurs avantages et une prime d'embauche. En quittant les bureaux de Vertex, elle vérifia son téléphone et vit 7 nouveaux messages. Un de chaque membre principal de son ancienne équipe. Ils voulaient tous la rencontrer pour un café en privé. Mardi matin, elle était assise à une table tranquille dans un coin d'un petit café du centre-ville à attendre. Léo arriva le premier, puis Véronica. Un par un, Ethan, Louise, Diane, Gabriella et Kayla se joignirent jusqu'à ce qu'ils remplissent 2 tables rapprochées. New Era est en train d'imploser, dit Ethan sans préambule. Steven micro-gère tout le monde. Linda lui met la pression, et les clients posent des questions. Le comte Wilson menace de se retirer, ajouta Véronica. Il voulait savoir pourquoi vous ne vous occupiez pas de leur renouvellement. Elle sirota son café, écoutant chaque personne partager des histoires similaires de chaos et de frustration. Nous avons entendu dire que tu as accepté un poste chez Vertex, dit finalement Léo. Les autres se turent, la regardant attentivement. Les nouvelles voyagent vite. Observa-t-elle. Nous voulons venir avec toi, déclara fermement Véronica. Les autres hochèrent la tête en signe d'accord. Elle étudia leur visage. Vous avez tous de bons postes chez New Era, des emplois sûrs. Êtes-vous sûr de vouloir risquer ça? Quelle sécurité? Demanda amèrement Louise. S'il vous licencie pour avoir assisté aux funérailles de votre père, aucun de nous n'est en sécurité. Vertex recrute, dit-elle prudemment. Je ne peux rien promettre, mais je peux vous recommander.
Chacun de vous devra postuler officiellement. Nous l'avons déjà fait, révéla Gabriella en sortant des copies imprimées de mai de confirmation. Tous les 7. Hier. Elle ne put cacher sa surprise. Vous avez postulé avant de me parler? Nous te faisons confiance, Mathilda, dit simplement Kayla. Où tu vas, nous allons. Elle ressentit une vague d'émotion, de la gratitude mêlée à un sentiment de justification. Laissez-moi passer quelques appels. Le lundi. Nous avons les enregistrements défense, mais Damien fait appel à des avocats de premier ordre. Ce sera un combat difficile. Préparez-vous au pire, répondit gravement l'avocat. Victor le remercia et raccrocha, se tournant vers Marie-Jane, qui se tenait à proximité, le regardant avec anxiété. Que s'est-il passé, demanda-t-elle, la voix tremblante. Damien essaie d'obtenir la garde exclusive des enfants, dit Victor, le ton sérieux. Nous avons une semaine avant l'audience. Le visage de Marie-Jane pâlit et elle se couvrit la bouche, la peur brillant dans ses yeux. Il va prendre mes enfants. Je sais qu'il le fera. Il a de l'argent, du pouvoir. Qu'est-ce que j'ai, moi? Sa voix se brisa, presque un murmure. Victor se leva, posant une main ferme sur son épaule. Marie-Jane, nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous avons les preuves, et nous avons la vérité de notre côté. Maintenant, plus que jamais, nous devons être forts pour vous et les enfants. Damien ne gagnera pas cette fois. Marie-Jane hocha la tête, son visage reflétant toujours sa peur mais trouvant du réconfort dans les paroles de Victor. La pensée de perdre ses enfants était presque paralysante, mais la détermination de Victor lui donnait une lueur d'espoir. Au cours de la semaine, la tension emplit la maison de Victor. Marie-Jane vivait dans une anxiété constante, sachant que Damien pouvait agir à tout moment. Puis, le jeudi matin, 2 jours seulement avant l'audience, Victor était dans le jardin quand une élégante voiture noire s'arrêta devant sa maison. La portière s'ouvrit et Damien en sortit, un sourire arrogant sur le visage. Victor regarda Damien s'approcher, l'esprit en ébullition. Il savait que Damien était là pour les intimider, pour leur rappeler son supposé pouvoir. « Victor » dit Damien, son ton presque moqueur. « Ravi de vous voir. Je suis venu chercher ce qui m'appartient. » Victor sentit une vague de colère mais garda sa voix calme. « Marie-Jane et les enfants ne sont pas votre propriété, Damien. Ils sont en sécurité ici, et vous ne les emmènerez pas. » Damien s'approcha, son expression se durcissant. « Je ne suis pas ici pour jouer, vieil homme. Je sais ce que vous et ce traître avez fait. Vous avez pris mes enregistrements, mais ça n'a pas d'importance. Au tribunal la semaine prochaine, je m'assurerai qu'elle ne revoit plus jamais ces garçons. Et vous, vous avez fait un choix très stupide en vous impliquant. » Victor le fusilla du regard, sentant la tension monter. Damien essayait de les déstabiliser, de les déséquilibrer avant l'audience. Mais Victor était résolu. « Vous n'avez plus le contrôle, Damien. Les preuves que nous avons montreront qui vous êtes vraiment. Marie-Jane n'est pas seule cette fois. » dit Victor, sa voix forte et inébranlable. Damien rit, d'un rire froid et sans humour. J'ai toujours le contrôle, Victor. Et au tribunal, où l'argent parle, vous verrez exactement ce que je veux dire. Il se pencha, sa voix baissant à un murmure menaçant. Ne sous-estimez pas ce dont je suis capable. Avant que Victor ne puisse répondre, Marie-Jane apparut à la porte. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Damien debout là, son sourire familier et menaçant sur le visage. Elle recula instinctivement. Damien remarqua sa réaction et sourit avec satisfaction. « Ah, Marie-Jane, dit-il d'un ton moqueur. Vous vous cachez ici avec ce vieil homme? Vous savez que ça ne durera pas, n'est-ce pas? Lundi, vous rentrez à la maison. Et les garçons viennent avec moi. Vous avez perdu. » Marie-Jane resta figée un instant. Mais ensuite, quelque chose changea en elle. Victor remarqua une nouvelle résolution dans ses yeux, un feu qui lui manquait auparavant. « Non, Damien, c'est toi qui as perdu, » répondit-elle, la voix inébranlable. « Pour la première fois, tu n'as pas le contrôle sur moi. Et tu le verras au tribunal. » L'expression suffisante de Damien vacilla, mais il la masqua rapidement. « Nous verrons bien. » Il marmonna avant de se retourner vers sa voiture. « À lundi. »
profitez de votre temps avec les enfants pendant que vous le pouvez. Victor et Marie-Jane restèrent silencieux alors que la voiture de Damien disparaissait sur la route. Le poids de sa menace planait toujours lourdement. Mais quelque chose semblait différent maintenant. Marie-Jane n'était plus la femme effrayée qu'elle avait été. Elle était prête à se battre. Victor la regarda avec admiration. « Tu as été incroyable, Marie-Jane, dit-il, offrant un sourire fier. Marie-Jane prit une profonde inspiration, se ressaisissant. J'en ai assez de le laisser m'intimider. Je ne laisserai pas Damien prendre mes enfants, Victor. Je suis prête à me battre. Le matin de l'audience, la tension était palpable dans l'air. Victor, sentant le poids de la responsabilité, enfila son costume avec soin. Marie-Jane, plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des jours, se préparait à côté de lui. Mathieu et Bernard, trop jeunes pour comprendre la gravité de la situation, sentaient que quelque chose de sérieux se passait mais restaient courageux alors qu'ils se préparaient à rester avec un ami de la famille pendant l'audience. Marie-Jane s'agenouilla, embrassant le front de chaque garçon. « Je serai de retour avant que vous ne vous en rendiez compte, dit-elle en forçant un sourire rassurant. Soyez sage pour notre ami, d'accord? Nous le serons, maman. Promit Mathieu, tenant fermement la main de son jeune frère. Victor regardait, le cœur lourd. Il savait que pour Marie-Jane, c'était la bataille la plus importante de sa vie. Damien était implacable dans sa quête pour les lui enlever, et Victor craignait ce qui pourrait arriver s'il perdait. Mais il garda son calme extérieur, sachant que Marie-Jane avait besoin qu'il soit son pilier de force. Au palais de justice, leur avocat les rejoignit à l'entrée, le visage sérieux mais rassurant. « Êtes-vous prêt ?» demanda-t-il en serrant fermement la main de Victor. « Prêt comme nous pouvons l'être, » répondit Victor, masquant ses inquiétudes. L'avocat hocha la tête. Le juge est connu pour être juste, mais l'équipe de Damien est puissante. Ce ne sera pas facile, mais avec les preuves que nous avons une réelle chance. Marie-Jane écoutait, le regard concentré et déterminé. Damien était sur le point d'affronter une femme à laquelle il ne s'était jamais attendu. Forte, confiante et prête à se battre. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience, Damien était déjà là avec son équipe juridique de haut vol. Il jeta un regard froid à Marie-Jane, mais elle l'ignora, se dirigeant vers le côté opposé la tête haute. Victor sentait la tension monter, chaque pas et chaque regard étant un prélude à la bataille à venir. Le juge entra et l'audience commença. Les allégations de Damien étaient impitoyables. Il affirmait que Marie-Jane était mentalement instable, inapte à s'occuper des enfants et irresponsable. Ses avocats exagéraient chaque détail, peignant un tableau déformé de négligence. À chaque accusation, Victor sentait sa colère monter, mais il savait qu'il devait rester calme pour Marie-Jane. Lorsque ce fut au tour de Marie-Jane de se défendre, son avocat présenta les enregistrements et les documents que Kelly avait tout risqué pour obtenir. Les preuves étaient irréfutables. Les enregistrements capturaient les menaces de Damien, sa manipulation et ses aveux d'avoir délibérément rendu la vie de Marie-Jane difficile. Alors que l'audio était diffusé dans la salle d'audience, Victor regarda l'expression confiante de Damien s'effondrer. Son contrôle habituel vacilla alors que le poids de ses actions devenait public. Ces preuves montrent clairement le comportement abusif et manipulateur de M. Damien, déclara l'avocat de Marie-Jane, regardant directement le juge. Cela prouve qu'il est inapte à avoir la garde de ses enfants. Marie-Jane a été victime d'années d'abus psychologiques, et elle se bat pour protéger ses enfants d'un cycle de contrôle et de peur. Le juge, visiblement affecté par les preuves, regarda Damien avec une expression sévère. « Monsieur Damien, dit-il gravement. Ces enregistrements peignent un tableau troublant. Vos actions ont non seulement sapé la stabilité émotionnelle de votre femme, mais montrent également un mépris total pour le bien-être de vos enfants. J'ai de sérieuses inquiétudes quant à votre aptitude à être leur tuteur. » Damien serra les poings, essayant de garder son sang-froid, mais même son équipe semblait à court de mots. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, exposant la vérité que Damien avait tant travaillé à cacher. L'audience a duré des heures, chaque détail étant examiné. Victor est resté proche de Marie-Jane, lui murmurant des mots d'encouragement lorsqu'il la voyait commencer à se sentir dépassée. Sa force a surpris tout le monde, y compris elle-même. Pour la première fois, Marie-Jane sentit qu'elle n'était pas seule. Elle avait Victor, l'avocat, et surtout, la vérité de son côté. Finalement, le juge a demandé une brève suspension pour délibérer.
La salle était remplie d'un silence pesant alors que tout le monde attendait sa décision. Les mains de Marie-Jane tremblaient, mais Victor les tenait fermement. « Tout ira bien, dit-il, la regardant dans les yeux avec confiance. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, nous devons juste avoir confiance. » Marie-Jane hocha la tête, prenant une profonde inspiration pour se calmer. Elle savait que Victor avait raison, mais la peur de perdre ses enfants pesait lourdement sur son cœur. Fermant les yeux, elle essaya de calmer son esprit, sachant que quoi qu'il arrive ensuite, ce n'était plus entre ses mains. Après ce qui parut une éternité, le juge retourna dans la salle d'audience. Le silence était palpable alors que tout le monde prenait place, les yeux fixés sur le juge, attendant sa décision. Il regarda autour de la pièce, son regard se posant sur Damien, puis se déplaçant vers Marie-Jane et Victor. Après avoir examiné les preuves et écouté les témoignages présentés aujourd'hui, il est clair pour moi que Monsieur Damien n'est pas apte à avoir la garde de ses enfants, commença le juge, ses paroles provoquant une vague de soulagement dans la salle d'audience. Madame Marie-Jane a montré, même dans des circonstances extrêmement difficiles, qu'elle est capable et dévouée à la protection et aux soins de ses enfants. Marie-Jane laissa échapper un souffle calme et tremblant, des larmes coulant dans ses yeux alors qu'elle assimilait les paroles du juge. Par conséquent, continua le juge, j'accorde la garde exclusive des enfants à Madame Marie-Jane. De plus, j'émets une ordonnance restrictive contre Monsieur Damien, lui interdisant de s'approcher ou d'interférer dans la vie de Madame Marie-Jane et de ses enfants. Marie-Jane se couvrit la bouche de ses mains, des larmes coulant librement sur son visage. Victor ressentit un profond sentiment de soulagement, comme si le poids qu'il avait porté pendant des semaines s'était enfin levé de ses épaules. Pendant ce temps, Damien, furieux, se leva brusquement. « Ce n'est pas fini, » cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Je ferai appel. Vous pensez avoir gagné, mais ce n'est que le début. » Le juge le regarda avec dédain. « Monsieur Damien, je vous conseille de surveiller vos paroles. Si vous continuez ce comportement, je pourrais ordonner une enquête plus approfondie sur vos actions. » Damien serra les poings mais savait qu'il avait perdu. Victor et Marie-Jane se levèrent ensemble, ignorant les menaces de Damien alors qu'il quittait la salle d'audience. Dehors, Marie-Jane s'arrêta, prenant une grande bouffée d'air frais, comme si elle était libre pour la première fois depuis des années. Elle se tourna vers Victor, les yeux encore pleins de larmes. « Je ne sais même pas comment vous remercier. Vous nous avez sauvés, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Victor sourit doucement. « Je n'ai pas fait ça seule, Marie-Jane. Vous avez été plus forte que nous n'aurions pu l'imaginer. Maintenant, vous êtes libre. » Marie-Jane serra Victor dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait commencer à vivre sans peur. Dans les jours qui ont suivi l'audience, la vie dans la maison de Victor a trouvé un nouveau rythme. La décision du tribunal a apporté à Marie-Jane une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des lustres. Damien, avec toute sa colère et son influence, a été contraint de prendre du recul, et Marie-Jane a enfin pu commencer à reconstruire sa vie sans le poids de son contrôle. Les garçons, Mathieu et Bernard, jouaient joyeusement dans le jardin, courant parmi les fleurs que Victor et Marie-Jane avaient plantées ensemble. Le son de leur rire emplissait l'air, et pendant un bref instant, le monde semblait à nouveau harmonieux. Marie-Jane les regardait depuis le porche, le cœur enfin plus léger. « Ils sont plus heureux que jamais, » dit Victor en sortant de la maison avec 2 tasses de café. Il entendit une à Marie-Jane et s'assit à côté d'elle sur le porche. « Oui, ils le sont vraiment, » répondit-elle en souriant en regardant ses enfants jouer. « Je n'aurais jamais pensé atteindre ce point. Pendant si longtemps, je me suis senti piégé, sans aucune issue. » Victor prit une gorgée de son café, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Depuis le moment où il a vu Marie-Jane pour la première fois au supermarché, désespérée et accablée par ses problèmes, jusqu'à ce jour paisible, tant de choses avaient changé. Il avait changé aussi. La solitude qu'il ressentait depuis le décès de Bianca avait été remplacée par une nouvelle mission, un nouveau but. « Tu as été incroyablement courageuse, Marie-Jane, » dit Victor avec un sourire sincère. « Peu importe ce que Damien a fait, tu es restée ferme et tu as protégé tes enfants. C'est cette force qui t'a amené ici. » Marie-Jane regarda Victor, le cœur plein de gratitude. Il lui avait non seulement fourni un endroit sûr, mais il était devenu une figure paternelle qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Sa force et sa compassion ont été le fondement qui l'a maintenu à flot dans les moments les plus sombres.
Je ne sais pas comment exprimer à quel point je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour nous, dit Mary-Jane, la voix pleine d'émotion. Vous n'aviez pas à faire tout ça, mais vous nous avez sauvés. Je ne sais pas comment vous remercier. Victor sourit en secouant la tête. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Parfois, la vie nous met dans des situations où nous pouvons aider les autres. Ça a été un cadeau de vous avoir ici. Vous avez ramené la lumière dans cette maison. Mary-Jane sourit, émue, et pendant un moment, ils s'assirent tous les deux en silence, regardant les garçons courir parmi les fleurs. C'était une scène de tranquillité, un contraste saisissant avec les mois de peur et d'incertitude. Maintenant, il y avait la paix et le sentiment que le pire était derrière eux. Dans les jours qui suivirent, Mary-Jane commença à vraiment reconstruire sa vie. Avec l'aide de Victor, elle trouva un emploi dans une petite boutique de fleurs en ville, un accord parfait pour son amour des plantes. Elle et les garçons continuèrent à vivre dans la maison de Victor, qui était devenue plus qu'un abri temporaire. C'était devenu un vrai foyer. Les garçons s'épanouirent également dans cet environnement sûr. Matthew, l'aîné, excellait à l'école, tandis que Bernard, qui avait été autrefois timide et anxieux, commença à se faire des amis et à prendre confiance en lui. Les ombres du traumatisme que Damien leur avait laissé commencèrent à s'estomper. Un après-midi, alors que Victor et Mary-Jane travaillaient dans le jardin, Bernard s'approcha, tenant quelque chose dans ses petites mains. « Regarde, papy Victor !» dit fièrement Bernard en montrant une petite fleur qu'il avait cueillie. « Je l'ai plantée ici. » Victor regarda le garçon, son cœur se réchauffant au titre de papy, que Bernard avait naturellement commencé à utiliser. Il sourit et prit doucement la fleur. « Tu as fait un excellent travail, Bernard. Cette fleur est aussi belle que celle dont s'occupe ta maman. » Bernard rayonna de fierté avant de repartir jouer avec Matthew. Mary-Jane regarda la scène, sentant une paix profonde dans son cœur. Victor était devenu une partie de sa famille, quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à trouver mais sans qui elle ne pouvait plus imaginer sa vie. « Il t'adore, tu sais, » dit Mary-Jane avec un petit rire. « Je ne pense pas avoir jamais vu Bernard aussi attaché à quelqu'un comme ça. » Victor sourit, regardant le garçon courir dans le jardin. « Et je les aime. Ces garçons ont apporté quelque chose dans ma vie que je ne savais pas dont j'avais besoin. » Il marqua une pause, réfléchissant à ce qu'il allait dire. « Depuis le décès de Bianca, je pensais que j'étais destiné à vivre seul, avec seulement des souvenirs pour me tenir compagnie. Mais ensuite, vous êtes tous arrivés, et j'ai réalisé qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à prendre en charge, quelque chose de nouveau à aimer. » Mary-Jane regarda Victor, les yeux remplis de gratitude. « Nous avions besoin de toi aussi, Victor. Plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. » Au fil du temps, la maison de Victor devint un véritable sanctuaire pour Mary-Jane et les garçons. Damien n'essaya plus jamais de les contacter. L'ordonnance restrictive et la décision du tribunal garantissaient qu'il restait à l'écart. Mary-Jane savait qu'elle devrait encore faire face à certaines des cicatrices émotionnelles laissées par son passé. Mais maintenant, elle avait le soutien de Victor et un réseau d'amis qui prenaient soin d'elle et de ses enfants. Victor, de son côté, trouva un nouveau sens à sa vie. Son jardin, qui n'avait été autrefois qu'un moyen de garder vivante la mémoire de Bianca, s'épanouissait maintenant avec l'aide de Mary-Jane et des garçons. Chaque nouvelle plante, chaque fleur épanouie devenait un symbole d'un nouveau départ et d'espoir. Et ainsi, dans la paix de ce petit jardin, la vie continua, remplie d'espoir et de nouvelles possibilités. Victor, Mary-Jane, Matthew et Bernard formèrent une famille improbable mais profondément liée, montrant que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la gentillesse peuvent grandir et s'épanouir là où on les attend le moins. Si vous êtes toujours là, c'est que vous appréciez l'histoire, alors n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine histoire.